préparatoire à Mulhouse. J'ai été initiée grâce à lui à tous ces différents statuts d'enseignants et d'enseignantes dans le supérieur en France, c'est très différent de chez nous. Il a intitulé son intervention « Faits, valeurs et normes, le droit comme connaissance ». Alors, je vais me la ramener. J'ai eu un petit avant-goût hier soir de ce qu'il allait nous raconter et je pense qu'on va bien s'amuser parce que je crois qu'on va trouver des hypothèses, des idées que nous connaissons, que nous partageons, que nous avons travaillé, en tout cas collectivement ici, mais sur la base d'auteurs qu'on connaît moins bien, je crois. Enfin bon, donc on va entendre ça ensemble. Vous le savez, c'est la première de 4 séances qui auront toutes lieu d'ici à décembre et on restera tout au long de ce quadrimestre encore à un niveau relativement méta puisque notre prochain intervenant, ce sera Frédéric Géat qui viendra dans un peu moins d'un mois, le 20 octobre, nous parler de vérité et connaissance en droit. Nous avons ensuite notre ancien collègue Jacob, qui sous un angle plus historique viendra nous parler de régimes de vérité des cultures juridiques occidentales, common law et tradition romano-canonique. Et enfin, nous aurons notre collègue de l'ULB, Olivier Cortel, le 14 décembre, qui viendra nous parler de la vérité juridique, reflet ou construction d'une réalité. Au quadrimestre prochain, on entrera probablement davantage dans une matière parfois plus ancrée dans la pratique et la technique juridique. On recevra d'abord Marion Worms, qui enseigne la philosophie à la Sorbonne, qui viendra nous parler d'un projet qu'elle a achevé. Elle a analysé avec une casquette plutôt de philosophie du langage le raisonnement probatoire des juges en France, et on conclut que l'objectif des juges n'est aucunement d'arriver à une vérité quelconque, que ce n'est pas leur problème, ce n'est pas leur travail. Et puis on entrera, et c'est encore à clarifier, certains d'entre vous ont été sollicités, dans des matières juridiques peut-être plus précises, la question de la preuve en pénal, la question de la preuve en civil, et grâce à notre collègue Marie-Sophie, la question de l'authenticité, puisque Marie-Sophie nous a suggéré à la réunion de la semaine dernière d'inviter certains collègues français. On s'en réjouit. Bref, la suite à venir, mais aujourd'hui, Kevin, nous sommes tout oui. Je te cède donc la parole en te remerciant beaucoup d'être là. Eh bien, merci Diane, merci à Saint-Louis de m'accueillir, merci à vous d'être là. Alors, je souhaiterais faire 2 choses lors de cette séance. D'abord, évoquer rapidement les rapports entre démocratie et vérité, puis les rapports entre droit et vérité, ou plus exactement entre droit et connaissance, le premier point devant servir de contexte au second. En un mot, je veux discuter du statut cognitif des normes juridiques, mais comme il me semble qu'une partie de la discussion a justement à voir avec la place que le droit et la vérité occupent dans nos démocraties contemporaines, et que par ailleurs je ne crois pas que les questions philosophiques se posent toutes seules, je veux commencer par décrire un petit peu ce contexte démocratique. Ma référence principale sera donc le philosophe américain Hilary Putnam, 1926-2016, il est mort assez récemment, et d'un certain point de vue, l'ensemble de l'exposé pourrait s'intituler Putnam critique du positivisme et de la philosophie du droit d'Habermas. La contribution de Putnam à la philosophie pratique est généralement sous-estimée, en partie parce qu'il n'a pas lui-même toujours tiré toutes les conclusions ou les conséquences de ses analyses. Et de ce point de vue, sa critique de Habermas est assez symptomatique, je trouve. Je profite donc de l'occasion qui m'est offerte, de parler devant vous, pour approfondir les réflexions de Putnam en direction de la pensée du droit. Alors, je commence par un point de contexte, et ce contexte, c'est le contexte démocratique, ou plus exactement, l'interprétation courante de l'idée démocratique, qui prive le droit de tout ce qu'on appelle, les valeurs, autrement dit de l'ensemble des énoncés à fonction normative ou axiologique, de toute signification descriptive, ou encore de tout contenu cognitif ou épistémique. Toutes ces formules sont ici synonymes. Par signification descriptive ou contenu épistémique, on entend simplement le fait de dire quelque chose de vrai ou de faux au sujet de quelque chose. Selon une interprétation courante, le droit entendu au sens d'ordre juridique serait sans rapport avec ce qui est, donc avec la vérité, mais prescrirait seulement ce qui doit être. Ou, comme le résume Kelsen, je cite, « Les énoncés qui sont vrais ou faux sont la signification d'actes de pensée, mais les normes sont la signification d'actes de volonté dirigés vers le comportement d'autrui et ne sont, en tant que tels, ni vraies ni fausses. » Parallèlement,
la notion de vérité semble toujours moins à sa place, toujours un peu plus obsolète en démocratie, où on lui demande de céder la place à des notions vagues comme celle de justification ou de choix raisonnable, y compris dans la production de la norme. Cette double marginalisation juridique et démocratique de la vérité affecte, selon moi, l'interprétation qu'on donne des désaccords politiques qui font le cœur de la vie démocratique. Il ne s'expliquerait pas par le fait que l'une des parties au moins ferait erreur, que l'une aurait raison et l'autre tort, ce qui est l'explication la plus simple en général pour un désaccord, mais avant tout comme la rencontre de valeurs incompatibles. Quitte à forcer le trait, je dirais qu'aujourd'hui, si deux personnes devaient entrer en conflit sur le géocentrisme et l'héliocentrisme, le premier réflexe serait de présenter la situation comme un conflit de valeurs, plutôt que comme un désaccord portant sur le fait. Et comme par ailleurs, notre culture a fait de l'affirmation de soi, de ses particularités, croyances et valeurs, un enjeu de reconnaissance, y compris par le droit, on en déduit que la démocratie doit être le théâtre de conflits permanents, avec le droit pour principale forme de médiation sociale, ainsi que Habermas le définit dans Droit et démocratie. Même si par ailleurs, le droit représenterait aussi le champ de bataille et l'enjeu de la lutte. De fait, maintes questions politiques se tranchent en partie devant les tribunaux, et une victoire politique n'est telle que lorsqu'une évolution de la législation vient, pour ainsi dire, la consacrer. Les exemples les plus frappants pour le grand public se trouvent peut-être dans le domaine du droit de l'environnement, de la protection animale ou encore dans celui des mœurs. Mais alors, il est fatal qu'un tel régime aboutisse à une troisième forme de marginalisation de la vérité que j'appellerais argumentative. En effet, la prétention à dire le vrai, à énoncer ce qui est le cas, doit être l'otage permanent d'argusties dont l'enjeu n'est pas le fait lui-même, ni le point de droit ou de procédure, mais la signification ou la valeur que le locuteur décide de leur donner. Et si le fait en question ne remplit pas la fonction qu'on lui a assignée, eh bien on en trouvera un autre. C'est le principe des réquisitoires qu'une opposition adresse à la majorité au pouvoir ou qu'une majorité nouvellement élue adresse à celle qui l'a précédée. Une litanie de reproches dont au moins quelques-uns seront à peu près exacts, sans qu'au fond cela importe véritablement. En fait, une fois admis que ce qui importe n'est pas le fait, mais la signification ou la valeur qu'on a choisi de lui donner, pour ainsi dire arbitrairement, il est fatal que le fait, donc la vérité du discours, soit relégué au second plan et finisse même par ne plus importer du tout. Alors c'est cela, bien sûr, qui explique la manipulation grossière des fausses nouvelles, lorsqu'on sacrifie l'exactitude, sinon la matérialité même des faits, à la signification qu'on veut leur donner, selon le raisonnement tyrannique du loup de la fable que vous connaissez, si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Mais c'est cela aussi, surtout à mon avis, qui explique la forte propension à ce que le philosophe américain Harry Frankfurt appelle le baratin dans le débat public. Ce qu'il entend par ce nom de baratin, bullshit en anglais, ce n'est pas le mensonge ni la distorsion délibérée des faits, qui sont encore une forme d'hommage du vice à la vertu, mais l'indifférence pure et simple à la vérité. Cette prépondérance du baratin, qui s'explique par le décalage entre les faits et la signification ou valeur des faits, c'est ce qui entraîne le fréquent sentiment de malaise ou de vanité qui naît à la lecture des articles dits de vérification des faits. Il est présupposé en effet que ceux-ci ont une valeur de plaidoyer ou de pièce à charge, alors qu'en réalité, ce n'est pas leur matérialité qui est en question, mais le sens que chacune des parties prétend lui donner, si bien qu'en tant que simple fait, il ne convainc personne. On se retrouve ainsi dans la situation aberrante où, d'un côté, on se reproche mutuellement d'énoncer des jugements de valeur, donc réputés subjectifs et donc non probants, en lieu et place de jugements de fait, et où, d'un autre côté, il n'y aurait rien à conclure des faits eux-mêmes, en vertu de la loi de Hume, je y reviendrai dans un instant, qui veut que nulle proposition normative ou axiologique ne puisse être inférée d'un énoncé de fait. Alors, une interprétation de cette tendance au baratin domine en philosophie contemporaine, c'est celle qu'on rencontre dans la grande famille de penseurs qui, contre les tenants de la postmodernité, défend la possibilité d'atteindre la vérité objective.
C'est une famille qui est souvent caractérisée par son empirisme, ou à tout le moins par ses influences empiristes. On peut citer pêle-mêle les positivistes logiques du cercle de Vienne, donc Schlick, Carnap, Neurath, mais aussi Bertrand Russell, George Orwell, bien sûr, et plus près de nous, des auteurs comme Bernard Williams ou Harry Frankfurt, ou en France, Jacques Bouvresse ou Pascal Angèle. Ces auteurs ont tous en commun de s'être opposés à ceux que Williams appelle les négateurs, c'est-à-dire les disciples de Nietzsche, Heidegger, Foucault, Derrida, Rorty, etc., qui sont partisans à des degrés divers de l'irrationalisme ou du tout est interprétation, il n'y a pas de fait, partisans de l'engagement existentiel, du décisionnisme, etc. L'interprétation en question, elle est rappelée par Frankfurt dans le premier texte que j'ai extrait. Je ne vais pas vous asséner la lecture, bien sûr, de ces extraits que je choisis toujours trop nombreux et toujours trop longs. Mais si on regarde simplement le tout début de l'extrait de Frankfurt, l'auteur écrit que la prolifération contemporaine du baratin a des sources profondes dans les diverses formes de scepticisme qui nient toute possibilité d'accéder à une réalité objective, et par conséquent de connaître la véritable nature des choses. Et il ajoute, ces doctrines antiréalistes sapent notre confiance dans la valeur des efforts désintéressés pour distinguer le vrai du faux, et même dans l'intelligibilité de la notion de recherche objective. Alors, si je partage entièrement la critique de ce que j'appellerais les orwelliens canal historiques comme Frankfurt, cette critique qu'ils ont adressée à la conception postmoderne des rapports entre vérité et démocratie, je pense qu'il faut regarder avec beaucoup de circonspection l'influence qu'ils prêtent à ces doctrines antiréalistes sur la pensée dominante. Si je reprends les mots du texte, je doute un peu que Foucault ou Rorty sapent quoi que ce soit en dehors de l'autorité imaginaire qu'on reconnaît aux philosophes rationalistes dans les facultés de philosophie. Cette interprétation, à mon avis, elle a l'inconvénient de prêter trop d'importance à des positions philosophiques qui sont généralement inconnues du grand public et de l'immense majorité des dirigeants politiques. Je pense pas, par conséquent, que la source profonde du baratin se trouve du côté d'un scepticisme généralisé portant sur les faits eux-mêmes. À mon sens, si nous voulons comprendre la logique des rapports entre vérité et démocratie, nous devons aller la chercher dans la pensée réellement dominante, c'est-à-dire plutôt dans le libéralisme bontain d'auteurs comme Rawls ou Habermas. Et en effet, il n'est pas entièrement fortuit que ce soit chez ces auteurs qu'on rencontre le dogme de la séparation stricte du domaine des faits et de celui des normes et des valeurs qui est hérité de Hume. Le point que je soulève est important parce qu'il importe de savoir si ce sont les dérives postmodernes ou bien certains aspects de la modernité elle-même qui sont responsables de ce qui ressemble à une indifférence politique grandissante à la vérité. Et sur ce point, je serais plutôt d'accord avec Adorno, même si c'est en partie pour d'autres raisons que lui, pour pointer le programme de la modernité. Dans le célèbre passage du traité de la nature humaine de Hume, que je vous ai indiqué aussi sur la photocopie, Hume inscrit explicitement la dichotomie être-devoir dans le mouvement de la modernité, en assimilant les qualités morales que nous prêtons aux actions aux qualités secondes de la physique moderne, comme les couleurs, par exemple, par opposition aux qualités premières qui seules seraient réelles. Les qualités premières, c'est-à-dire la grandeur, la masse, etc. Il me semble que le programme de la modernité, de Kant à Rawls et Habermas, et donc la place et la signification du droit dans la démocratie, dépend étroitement de cette conception métaéthique qui est héritée de Hume. Si, comme le dit le philosophe écossais, donc Hume, les relations entre les faits et les relations entre les normes, je le cite, diffèrent du tout au tout, alors l'ordre juridique sera aussi peu lié au réel que le sont les règles du jeu d'échecs. Il me semble donc que le climat favorable au baratin que j'ai décrit plus haut doit pour beaucoup au dogme de la séparation des faits et des normes ou des valeurs. Autrement dit, à ce qu'on appelle le non-cognitivisme éthique. C'est ce rejet du réalisme des valeurs qui relie le fondateur de l'éthique moderne, Kant, aux différents partisans de l'émotivisme, comme les positivistes, et aux tenants du procéduralisme, comme Rawls et Habermas. Et c'est pourquoi, selon moi, Putnam a tout à fait raison de relever, je
renvoie à l'extrait de Faits et valeurs qui se trouve aussi sur la photocopie. Il a raison de relever, je le cite, « l'attrait d'une stratégie séduisante, mais finalement désastreuse, dont le positivisme logique est issu, accorder au scepticisme presque tout ce qu'il demande, aussi longtemps qu'il est possible de conserver le strict nécessaire. » Il emploie ici scepticisme au sens faible de non-cognitivisme éthique. Et je serais tenté de le paraphraser en ajoutant accorder au capitalisme presque tout ce qu'il demande, aussi longtemps qu'il est possible de s'entendre sur les normes minimales qui caractérisent une démocratie formelle. J'en arrive ainsi à l'objet principal de mon exposé, qui sera, en m'appuyant sur les critiques que Putnam adresse au positivisme d'une part et à Habermas d'autre part, de montrer que la double dichotomie entre faits et valeurs et entre valeurs et normes est une erreur. Et c'est à la condition de reconnaître cette erreur qu'on pourra concevoir un rapport entre la norme qui dicte et le réel, donc entre le droit et la vérité. Dans le vocabulaire de Putnam, une distinction ne fait pas une dichotomie. J'ai employé ce mot plusieurs fois, le mot de dichotomie. Par exemple, deux notions peuvent en effet être distinguées, mais coexister, ou ne constituer que deux façons différentes de parler de la même chose. Prenez le cas de la distinction entre l'esprit et la matière. Il y a un sens à parler de l'esprit humain, même pour un neuroscientifique matérialiste, par exemple. Une dichotomie, au contraire, signifie une division à caractère ontologique, qui implique que les différents ordres de réalité ne pourront communiquer que de façon extrinsèque, pour ainsi dire en terrain neutre. Dans le domaine qui nous occupe, le droit, on peut penser aux tribunaux où l'on cherche à déterminer le vrai et le faux des témoignages, aux universités où s'élabore la doctrine du droit, et aux tribunes publiées dans les journaux qui déplorent l'inefficacité, donc ce qui est une question de fait, d'une loi en se fondant sur des enquêtes empiriques. Mais on voit que cette communication est tout à fait contingente et que pour le reste, les faits, les normes et les valeurs ne communiquent pas entre eux. D'où cette idée qu'on pourrait discuter des faits, les établir objectivement, tandis qu'on ne peut que s'affronter sur les valeurs auxquelles on croit et transiger ou négocier sur les normes qu'on veut instituer. Mais au fond, politiquement, il ne resterait rien à discuter, comme l'annonçait le célèbre discours de Frank Ramsey de 1929, je vous ai mis l'extrait aussi, qui est sous-titré « Il n'y a rien à discuter ». Rien à discuter en dehors des faits qui concerneraient les seuls spécialistes. Alors, le raisonnement, vous comprenez, fonctionne dans les deux sens. La loi et les valeurs dont nous nous réclamons n'ont pas de contenu cognitif, et les faits, quant à eux, n'ont pas de portée normative ou axiologique. Or, il est absolument évident que discuter politiquement, c'est passer de l'un à l'autre. Ou plus exactement, c'est montrer de façon convaincante qu'ils sont articulés. Comment ils s'articulent dans des circonstances ou sur des objets, des questions précises. Le paradigme actuel signifie concrètement qu'on peut toujours reprendre publiquement un adversaire politique sur un chiffre, une information inexacte, mais au fond seulement dans le but d'entamer son crédit et de le mettre en difficulté. Car au fond, je l'ai dit, les faits sont indifférents. Ils n'ont de valeur que dans une axiomatique. Par exemple, on ne pourrait reprocher à un gouvernement de n'avoir pas réussi à réduire la population carcérale que s'il s'y était engagé. Dans le cas contraire, ce fait serait dépourvu de signification. Il ne ferait pas partie du programme ou de la checklist, comme on dit en bon français. Ou bien, prenez encore, par exemple, le cas d'un ministre de l'Intérieur qui se vanterait d'avoir renvoyé tant de milliers de clandestins, tandis que les associations humanitaires déploreraient sa politique sur la base des mêmes chiffres. Et imaginons toujours, hypothèse semi-fictive, qu'un journal de centre-gauche penserait faire œuvre de salut public en montrant que tout compte fait, ce sont en réalité 10% en plus ou en moins que ce que le ministre a annoncé. Mais que conclure d'une telle mise au point ? Rien du tout, puisque au fond le problème vient évidemment, et d'abord et en premier lieu, de l'immoralité caractérisée qui consiste à se vanter d'un tel exploit, et on oublie fréquemment la formule judicieuse d'Orwell que je ne peux pas résister de vous lire quand même, c'est sur la première page, regardez, dans les écrits politiques, toute théorie qui est évidemment malhonnête et immorale, réaliste est un mot qui a beaucoup de succès en ce moment, aura des défenseurs qui l'accepteront précisément pour cette raison.
le simple fait qu'elle rejette l'honnêteté ordinaire sera accepté comme preuve de sa maturité et donc de son efficacité. Avant de l'examiner plus en détail, il faut peut-être évidemment indiquer en quoi consiste cette dichotomie des faits et des normes ou des valeurs pour Putnam. Alors, en un mot, elle consiste dans la croyance banale, selon laquelle il existerait des faits bruts ou des conduites qui seraient neutres par eux-mêmes et qui ne recevraient une valeur qu'en fonction d'un système de référence. Le texte fondateur, je l'ai déjà cité, c'est le célèbre passage du traité de la nature humaine de Hume, dans lequel le philosophe demande, ce qui est une question parfaitement rhétorique, où se trouve l'élément de vice dans un acte criminel comme le meurtre avec préméditation. Et sa réponse est que cet élément ne peut pas être trouvé dans la description de l'acte en question, qui n'acquiert telle ou telle qualité qu'en référence à une norme extérieure, donc les sentiments du spectateur, la coutume ou la loi. Cela signifie qu'une conduite, et à plus forte raison une loi, ne pourrait être cruelle, par exemple, en elle-même, mais seulement rejetée en ces termes parce qu'elle heurterait la sensibilité de la personne ayant autorité pour le dire. D'où le terme qu'on emploie d'émotivisme pour qualifier cette position métaéthique. Le droit lui-même n'aurait pas de rapport à la vérité parce qu'il n'a pas de rapport aux faits, ou plus exactement parce qu'il a rapport à tous les faits possibles, y compris les faits qu'il est lui-même capable de créer, comme le fait que deux personnes soient mariées, par exemple. J'ai utilisé le terme de cruauté, le terme cruel, et je ne l'ai pas fait au hasard, parce qu'il fait partie de ces termes éthiques dits épais, comme donc, cruel, courageux, insensible, généreux, par opposition aux termes qu'on appelle fins, comme bon ou juste. Et ce sont les exemples que privilégie Putnam pour montrer qu'il existe des descriptions vraies de conduite qui contiennent des termes évaluatifs non éliminables. Dans le domaine du droit, Hart faisait remarquer que les qualifications judiciaires elles-mêmes sont derrière une apparence de description, comme Smith est coupable de meurtre. En réalité, je le cite, un composé ou mélange de faits et de lois. Je pense aussi qu'il existe des lois qui sont, par exemple, objectivement stupides ou hypocrites, et je peux même donner un exemple d'actualité, j'allais dire, même s'il est tout à fait anecdotique. Dès 2012, le Parlement français avait voté une loi de réduction de la consommation électrique qui contraignait les boutiques à éteindre leur lumière après minuit, 1h du matin, quelque chose comme ça, peu importe, dans les villes de moins de 800 000 habitants. Ce qui signifie bien évidemment que ça exemptait Paris, qui est la plus grande concentration de ce genre de boutiques. Ce que je veux simplement souligner, c'est le fait qu'il est, selon moi, impossible de donner une description de cette loi et du processus législatif qui a conduit à la proposer et à la voter, sans recourir à un terme évaluatif dit épais, comme hypocrite par exemple, au hasard, ou l'un de ses synonymes éventuellement moins flatteur et moins poli. Alors, évidemment, on pourrait objecter, c'est ce que ferait Hume, que cela n'a guère de sens de soutenir qu'une action puisse avoir pour propriété d'être courageuse, alors que ce terme est tellement humain, dépendant de l'observateur, etc. Mais dépendant de l'observateur, ça ne signifie pas nécessairement dépendant des sentiments de l'observateur. Comme l'a montré John Searle, dans La construction de la réalité sociale, il existe des faits qui dépendent de l'observateur sans être relatifs à la sensibilité de qui que ce soit, notamment les faits institutionnels qui dépendent de règles constitutives, comme par exemple le fait que tel morceau de papier soit un billet de 50 €. On voit bien que ça n'aurait aucun sens de se demander si ce morceau de papier a pour propriété intrinsèque de valoir 50 €. Ce qui importe, c'est évidemment qu'on puisse effectivement acheter des choses avec, sans quoi on ne ferait tout simplement pas la différence entre acheter et voler quelque chose dans un magasin. Mais l'autre réponse, plus radicale encore me semble-t-il, c'est que parler d'action ou de conduite dans l'absolu sans qu'un spectateur soit impliqué n'a de toute façon aucun sens. La description d'une action courageuse en tant que courageuse, c'est le moyen par lequel on l'identifie comme action. On n'observe pas une action pour conclure ensuite qu'elle est courageuse. On la perçoit comme courageuse et c'est cette perception qui participe au découpage temporel de l'action elle-même.
Sans le terme courageux ou un autre terme du même genre, je n'ai ni raison ni moyen de distinguer dans la série des gestes qu'une personne effectue un point de départ et un point final, en bref, quelque chose à raconter. Or, devant un tribunal, la conduite d'une personne incriminée est précisément ce qui fait l'objet d'un récit, et même de récits concurrents selon l'accusation et la défense. Le découpage temporel, c'est un point central des débats, par exemple dans les affaires de terrorisme, où il est question de savoir si telle rencontre, telle fréquentation d'un lieu de culte ou d'une réunion politique, tel achat de matériel, doivent être pris en compte dans la séquence criminelle imputée au prévenu. On peut renvoyer au problème de l'anticipation dont on avait parlé, je me souviens à Chambéry par exemple. Ce que je tiens à souligner, c'est seulement que ces récits dépendent logiquement de termes évaluatifs comme courageux, lâche, insensible, égoïste, cruel, criminel, etc. Et je dis bien évidemment pas qu'on condamne quelqu'un pour s'être montré cupide ou cruel. Je dis seulement qu'il n'y aurait pas de sens à proscrire telle ou telle conduite si on ne l'avait pas déjà perçue comme une conduite et que pour cela, on a besoin de recourir à des termes évaluatifs qu'on appelle épais. Alors, quel est l'intérêt de toute cette discussion un peu technique pour la philosophie du droit ? Bien, si Putnam a raison, alors cela permet de comprendre que le droit n'est pas qu'une superstructure normative sans rapport à la réalité autre que négatif, au sens où, comme le faisait remarquer Aristote déjà, il n'y aurait pas de sens à prescrire ni à interdire l'impossible, mais que le droit exprime bien, réellement ou faussement, non seulement la réalité sociale, mais la réalité tout court. Le droit ne saurait être réduit à une fonction médiatrice, pas davantage que les règles des échecs, pour prendre à nouveau cet exemple que j'ai trouvé chez Searle, ne sont une médiation entre deux joueurs. Searle prend l'exemple des échecs en expliquant, ça vous devez connaître, je pense, cette distinction entre la règle au sens régulative, donc qui règle des comportements préexistants à la règle, et les règles constitutives qui rendent possible un certain nombre d'actions, comme le fait de faire échec et mat, de marquer un but au football, etc. Et Searle explique qu'on n'a pas d'abord commencé par bouger des bouts de bois sur un échiquier pour se dire ensuite qu'il faudrait peut-être mettre un petit peu d'ordre, mettre une sorte de code de la route, et puis on aurait créé ainsi les règles des échecs. C'est bien évidemment les règles elles-mêmes qui ont rendu possible le jeu et qui l'ont précédé logiquement. Alors, dans le cas contraire, c'est-à-dire si on ne reconnaît pas ces rapports entre le droit et la réalité, tout ce qu'on pourra dire éventuellement, ce sont des thèse extraordinairement générale, c'est que le droit serait une manifestation du pouvoir des classes dominantes, par exemple, mais sans qu'on soit exactement capable de dire en quoi il l'est. Et dans ce cas-là, je pense qu'on confondrait le pouvoir avec l'arbitraire, alors que le pouvoir est une substance bien plus diffuse et impersonnelle, et qui possède des caractères cognitifs. Le pouvoir, c'est entre autres celui de représenter la réalité d'une façon déterminée, qui peut être précise, exacte, attentive, ou bien mensongère, fallacieuse, etc. Toujours ces termes éthiques épais. Alors, je n'aurai pas le temps de détailler, mais seulement de vous présenter très succinctement, comme j'avais initialement l'intention de le faire, l'évolution de cette dichotomie entre donc, le positivisme logique, d'abord, Carnap, le positivisme juridique de Kelsen, ensuite, et puis les théories procédurales, comme celles de Habermas ou de Rawls. En revanche, je peux quand même indiquer comment chacun de ces auteurs réunit les trois termes que j'ai distingués, les faits, les normes et les valeurs, dans une seule dichotomie, parce qu'on a trois termes pour une seule dichotomie. Ce qui distingue en effet ces auteurs, c'est le point par lequel chacun fait passer la frontière entre les deux domaines, enfin entre deux domaines, puisqu'il y a trois termes encore une fois. Dans le cas du positivisme logique, Schlick et Carnap arriment ensemble la valeur et la norme pour les opposer aux faits. Valeur et norme sont comme, si vous voulez, deux régions administratives d'un même pays. La norme, dit Schlick, je le cite, indique en effet simplement les circonstances dans lesquelles une action ou une disposition d'esprit ou un caractère sont effectivement qualifiés de bons, c'est-à-dire appréciés moralement. Ainsi, ajoute-t-il, une norme n'est que la reproduction d'un fait de la réalité. Ce qui veut dire que la dichotomie ici n'est pas l'indice d'un véritable dualisme. Au fond, valeurs et normes sont simplement réductibles à un désir humain.
Autrement dit, ils peuvent être naturalisés, alors au sens, pas au sens où les juristes emploient généralement ce terme, hein, mais au sens où les philosophes l'emploient pour simplement décrire le fait de rattacher, de réduire à des faits psychologiques ou culturels, à des variantes de croyances ou de désirs qui ne sont que des questions de faits. Il n'y aurait donc pas de devoir-être hein, dans le monde de Carnap ou de Schlick. Le monde ne serait qu'un ensemble de faits, comme le dit la première proposition du Tractatus de Wittgenstein, qui est la référence majeure, évidemment, pour les positivistes logiques. Ça signifie qu'évidemment, normes et valeurs doivent pouvoir, en dernier ressort, s'expliquer par une volonté ou un désir humain. Qu'une norme prescrive ou proscrive une conduite a pour seule signification que quelqu'un ou la majorité approuve ou désapprouve cette conduite. Et cette conduite est alors appelée bonne ou mauvaise. En résumé, comme l'écrit Vincent Descombes, je crois que je vous ai peut-être mis le texte, là, je ne sais pas, oui, comme ça vous avez la référence, hein, philosophie du jugement politique, je le cite, il est caractéristique du positivisme qu'il ne fasse pas la différence entre une évaluation et une prescription, entre prononcer un jugement de valeur et donner une directive pour l'action. Tout se résout dans cette conception que j'ai appelée émotiviste de l'éthique, qui suppose qu'aucune valeur ni aucune norme n'ait le moindre rapport à la réalité, donc aucune valeur de vérité. Alors, la formule de Descombes est un peu moins vraie dans le cas du positivisme juridique, puisque Kelsen va en effet, alors de manière assez inattendue, faire passer la ligne de partage au milieu même de la notion de valeur. Et c'est cette division de la valeur qui est caractéristique de son dualisme. J'explique. Kelsen reprend d'abord exactement l'interprétation émotiviste et subjectiviste de la valeur qu'est celle de Schlick, mais il cherche aussi à préserver un sens objectif du terme, comme propriété d'une conduite conforme ou non à une norme. Ce sont donc deux catégories de jugement de valeur qu'il faut distinguer, ceux qui se réfèrent, je le cite, à une norme considérée comme objectivement valable, et les autres qui sont renvoyés au domaine du subjectif, de l'émotif, etc., etc. Mais pour le reste, l'irréductibilité de la norme au domaine des faits que Kelsen oppose à Schlick ne change pas l'accord fondamental entre eux, c'est-à-dire l'absence de caractère cognitif du jugement de valeur et des énoncés normatifs. Enfin, avec Habermas et Rawls, le statut des valeurs n'est pas bouleversé, même s'il s'agit, à la différence de ce qu'est le cas pour Kelsen, de montrer que les normes fondamentales sont justifiables dans le cadre d'une conception procédurale de la démocratie. Aussi, comme le résume Putnam, Habermas propose au fond un traitement essentiellement kantien des normes, tandis que les valeurs font l'objet d'un traitement naturaliste, au sens où je l'ai employé précédemment, ce qui lui fait dire que pour le philosophe allemand, je le cite, les valeurs sont aussi peu cognitives qu'elles l'étaient pour les positivistes. Il entend par là le cercle de Vienne, donc pas Kelsen. Alors comment et surtout pourquoi, au nom de quels arguments, dépasser cette série de dualismes? Une première façon de le faire, pour ainsi dire à moitié, c'est de suivre l'argumentation de Bernard Williams, philosophe britannique très important de l'éthique, de fin 20e, dont Putnam discute les thèses dans Faits et valeurs. Prenons l'exemple de ce qui est à la fois une norme et une valeur, la chasteté. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est manifestement... La chasteté, oui. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est manifestement anachronique et non pertinente dans une société moderne. Elle n'y est pas à sa place. Elle ne fait pas partie du jeu de langage ou des formes de vie, pour employer des formules wittgensteiniennes. Imaginons par impossible qu'on fasse entrer dans la loi belge ou française, au titre de condition du mariage, une règle quelconque tirée de la notion de chasteté. Au hasard, la virginité des filles, par exemple. Celle-ci aurait un caractère incongru. Par analogie, vous voyez, invoquer la chasteté ressemblerait au fait de se présenter avec un ballon de rugby pour disputer une partie d'échecs. On pourrait alors dire que la vérité du droit, ce serait de former une image cohérente et fidèle de la société dans laquelle nous vivons. Autrement dit, de refléter fidèlement les valeurs qu'elle affiche ou dans lesquelles elle se reconnaît.
C'est là un mode d'argumentation assez répandu, hein, l'idée que notre législation ne serait pas toujours en accord ni cohérente avec nos valeurs. Là où le bât blesse, c'est que ce genre d'argument laisse complètement dans le flou la question du statut des valeurs elles-mêmes. Et Putnam ne se contente pas de cette explication qui demeure, du même coup, pour la raison que je viens d'indiquer, relativiste. Elle nous permet seulement de comprendre pourquoi nous ne voulons pas d'une telle norme de la chasteté, mais pas pourquoi nous aurions des raisons de la récuser pour toute société possible. Je ne parle pas, bien entendu, de ce que chacun peut vouloir faire de sa propre vie, hein, bien entendu, mais seulement de ce qu'on peut considérer comme souhaitable pour une société dans son ensemble. L'argumentation de Putnam dans Faits et valeurs, elle est délicate à restituer en réalité parce qu'elle mêle donc une critique de Williams à celle d'Habermas, à la critique d'Habermas, mais on peut la résumer ainsi. Ce qu'il veut montrer, c'est que les normes et les conduites excessivement austères, hein, ou sévères, comme certaines morales sexuelles qui donc en appellent à la notion de chasteté, hein, par exemple, appellent des descriptions comme, je le cite, un caractère obtus, voire un soupçon de sadisme. Autrement dit, des descriptions qui recourent elles-mêmes au vocabulaire éthique épais dont on a parlé plus haut. Cette explication, précise Putnam, elle est évidemment incompatible avec les conceptions vérificationnistes de la vérité qu'on rencontre chez les positivistes, où le critère de la signification, c'est la possibilité de vérifier un énoncé. Et il a raison, je pense, de suggérer, en se référant à Wittgenstein, que la discussion politique ne peut se passer d'un type de vérité qui échappe au modèle de la vérification. Parler d'une législation non pas inefficace, ça c'est un jugement de fait, ni injuste, ça c'est un concept fin, mais hypocrite, lâche, inepte, paresseuse, etc. C'est là quelque chose qui demande un travail de conviction comparable au modèle de la lecture, dit Putnam. La lecture d'un roman, le commentaire ou la lecture d'un tableau, d'une œuvre musicale, si on prend le mot lecture au sens large. Hein. Mais je crois qu'on peut même aller un peu plus loin encore, en se référant, comme le fait Putnam, à Iris Murdoch, la philosophe irlandaise, hein, qui est la source d'inspiration principale de Putnam pour toutes ces questions, puisque c'est elle qui, la première, avec sa collègue Philippa Foot, a contesté cette dichotomie entre description de faits et jugement de valeur dès les années 50. Hein. On peut défendre l'idée qu'il y aurait quelque chose, non pas seulement d'incongru, mais de faux et d'incohérent à recourir à une norme comme celle de la chasteté. La question est de savoir si une telle norme exprime quelque chose de véritable ou bien, au contraire, d'inauthentique et d'affecté sur la vie sentimentale et sexuelle de l'être humain en général. Et pour Murdoch, quelque chose dans une telle notion de chasteté représente faussement ou témoigne d'un manque d'attention à la valeur ou à la signification même de l'amour pour la vie humaine. Ou faudrait-il dire plutôt à la valeur de la vie humaine en tant qu'elle seule est capable d'élever l'instinct sexuel au-dessus de lui-même. On pourrait du reste décrire les progrès ou les régressions des législations en matière de mœurs comme un progrès ou une régression en matière d'attention aux choses qui importent, en matière de connaissance intime de l'être humain. Et il n'est évidemment pas indifférent de faire remarquer que Iris Murdoch est aussi romancière, bien sûr, comme vous le savez. Je pense que c'est une erreur, pour ainsi dire, on va dire phénoménologique, de réduire à un conflit de valeurs le sentiment d'effroi qui saisit la plupart d'entre nous quand nous entendons parler de tel ou tel décret ou loi réactionnaire passé par un autocrate ou un démagogue à la Bolsonaro. Ce que nous éprouvons, c'est qu'il y a quelque chose qui, au plein sens de cette expression, ne va pas. Ça ne va pas, vous voyez, à la fois au sens de l'incongruité, et ça ne va pas au sens de la fausseté. Donc cette thèse que j'appellerais Murdoch-Putnam consiste ainsi à faire remarquer que la distinction entre faits, normes et valeurs n'est pas catégorique. Parce qu'il existe des jugements de faits qui sont aussi des jugements de valeurs, comme on l'a dit plus haut, mais aussi parce qu'il existe des jugements de valeurs qui contiennent de façon évidente une prescription ou un interdit. On peut admettre que faire preuve de courage ne saurait être une prescription parce qu'on ne choisit pas des actions courageuses parce qu'elles sont courageuses. Mais qu'en revanche, ne pas se montrer cruel doit l'être. Ou bien qu'alors,
le mot cruel n'a plus d'application dans notre langage, qu'il n'existe plus d'emploi approprié de ce terme. On retrouve alors par une autre voie l'idée défendue par Philippe Affoot que j'ai évoquée tout à l'heure, hein, l'ami et collègue de Murdoch, cette idée d'une priorité des obligations négatives sur les obligations positives, hein, ce qui peut constituer une base élémentaire pour un code civil. Hein. Alors on dira sans doute qu'il est bien difficile de reconstruire tout l'édifice du droit à partir de considérations aussi générales, et c'est évidemment pas ce que je veux dire. Hein. Une bonne partie de la législation relève soit de ce que Searle appelle les règles constitutives, on en a parlé plus tôt, hein, soit d'une perspective utilitariste. Mais on peut tout de même se référer à une remarque de Hart, que j'ai déjà citée tout à l'heure, dans le concept de droit, remarque qui est manifestement inspirée de Wittgenstein, je vous ai donné l'extrait aussi. Bon, j'aime beaucoup le début, hein. Nous nous préoccupons des dispositions que prend une société en vue de continuer à vivre, non pas de dispositions prises pour un club de candidats au suicide. Hein. Ce passage est extrêmement célèbre, bien sûr. Et Hart en tire 5 truismes, que je ne détaillerai pas, mais qui font référence à la vulnérabilité de l'homme, à son altruisme limité, aux ressources limitées. Donc, pour l'essentiel, c'est des choses qu'il a trouvées chez Hume, justement, hein. Très vraisemblablement. Mais il est important de comprendre la chose suivante, je pense, c'est qu'il ne s'agit pas pour Hart de dire qu'on pourrait déduire, comme dans une axiomatique, tout l'édifice du droit de cette série de truismes. Hein. La référence ici est de la certitude de Wittgenstein. Les certitudes banales, comme je m'appelle un tel, la Terre est beaucoup plus ancienne que moi, donc les hommes ont un égoïsme tempéré, modéré, etc., ne font de rien, mais elles délimitent et donnent un sens au doute, au savoir, aux hypothèses, etc. Et de la même façon, ces truismes qu'identifie Hart dessinent un contexte à l'intérieur duquel on ne peut pas écrire n'importe quelle législation. On n'a pas besoin de beaucoup plus, à mon avis, pour suggérer que la dichotomie entre le domaine des faits et le domaine de la norme est une erreur. Le droit peut certes porter sur tous les faits possibles, mais toute législation n'est pas possible. Alors, bien évidemment, et je m'achemine vers ma conclusion, deux remarques peut-être. Donc, les vues que je défends ici correspondent à l'une des deux façons d'envisager les problèmes moraux que distingue Putnam. Pour Putnam, et je dirais pour toute la tradition libérale, c'est le désaccord en matière morale qui est premier, hein, et qui constitue la morale comme d'emblée conflictuelle. Et donc le droit comme une médiation destinée à encadrer et je dirais à civiliser ces conflits. Mais au contraire, pour l'autre branche, hein, donc plutôt la branche Murdoch, Williams, McDowell, ce genre de philosophes qui s'inspire plus directement de Wittgenstein, le désaccord n'est pas constitutif de la moralité, mais il est seulement contingent, il est second, hein, et il est largement lié aux formes de la vie moderne. Il est rejeté à l'arrière-plan de la vie morale. Je dois dire que c'est cette interprétation qui est à ma faveur, notamment parce que je pense que l'idée de désaccord moral est inintelligible sans un contexte partagé, sans un accord sur ce qui constitue ou non un désaccord. On voit donc, je l'espère, avec ces séries de remarques que j'ai faites, que le droit et la vérité se rejoignent de différentes façons, dans la généralité et dans le particulier. Dire que le droit peut avoir un contenu cognitif qui soit en même temps axiologique, c'est dire par exemple que l'interdit du meurtre ou du viol a aussi pour signification « il est mauvais de tuer, il est bon de n'avoir de rapport sexuel que consenti ». Par contraste, on dira « il faut rouler à droite parce qu'on en a décidé ainsi », et il est dangereux de rouler ivre-mort. Le premier se réfère purement à quelque chose qui est d'ordre conventionnel. La deuxième formulation se réfère à un critère de fait. Si donc on élargit le concept de description, on verra qu'il rencontre celui de la valeur et de la norme. L'image qui convient, je pense, pour ces trois termes que j'ai distingués et tenté d'articuler, l'image qui convient, c'est celle de trois cercles qui se coupent pour former un espace dans lequel certains énoncés valent comme description, comme genre de valeur et comme interdit ou comme prescription. Et donc c'est ce à quoi ces réflexions voulaient aboutir, simplement qu'il existe de tels énoncés et qu'ils peuvent être vrais ou faux.
Enfin, pour conclure véritablement et puis peut-être ouvrir la discussion, je peux évoquer une suggestion de Putnam. J'ai fait jusque-là comme si la seule façon de rapprocher le droit et la vérité, c'était de montrer que la norme pouvait avoir un contenu cognitif. Hein, c'est l'essentiel de l'objet de mon exposé. Mais on peut montrer inversement que le droit, ou plus exactement une certaine institution dans la pratique du droit, en l'occurrence l'arrêt de justice, dit Putnam, peut nous aider à comprendre le genre de vérité qu'on peut espérer trouver en politique, ou le modèle selon lequel les pensées. Ces vérités, note Putnam, qui prend l'exemple de l'avortement, ne sauraient être a priori, ni considérées comme définitives. Elles ne se présentent pas comme la solution donc, définitive d'un problème sur le modèle d'un problème mathématique, de la solution d'un problème mathématique. Mais elles exigent, dit-il, un sens du bien commun. Putnam parle du sens de la communauté, enfin dans la traduction française, mais on aurait mieux fait, à mon avis, de le traduire par sens du bien commun. C'est là, je pense, une piste qui paraît féconde et puis modeste à la fois sur le plan théorique. Voilà. Et je vous remercie.